Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument fondamental. Une histoire qui traverse les siècles et qui, au fond, nous concerne tous. Le grand combat pour l'émancipation des femmes. On va explorer ensemble comment les lois, les idées et bien sûr des personnalités incroyables ont petit à petit changé les règles du jeu pour redéfinir ce que veut dire le mot égalité. Et pour commencer, regardons cette question, un peu choc, posée en 1989 par un collectif d'artistes féministes, les Guerrilla Girls. C'est assez génial comme accroche-nom. En une seule phrase, elles mettent le doigt sur un paradoxe énorme. La femme est partout dans l'art, mais comme objet du regard, alors qu'elle est quasiment absente en tant que créatrice. Ça nous montre d'emblée toute la complexité de cette lutte pour exister et être reconnue. Sauf que cette question, elle ne sort pas de nulle part en 1989, pas du tout. Elle est en fait l'écho d'une bataille qui a commencé bien avant. Et pour vraiment comprendre pourquoi on en est arrivé là, il faut faire un petit voyage dans le temps. Il faut remonter à la source, à une époque où l'inégalité était carrément inscrite dans la loi. Bien, premier axe de notre parcours, la femme sous tutelle. On se projette donc au 19e siècle. À cette époque, la place de la femme, elle est gravée dans le marbre de la loi. Et ce marbre, c'est un texte hyper important qu'il faut absolument connaître, le Code civil de 1804, qu'on appelle aussi bien sûr le Code Napoléon. Ce tableau, il résume tout, c'est limpide. Observez bien ce déséquilibre. D'un côté, le mari, les droits, la protection, le pouvoir. De l'autre, la femme, les devoirs, l'obéissance, l'obligation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme mariée est juridiquement considérée comme une enfant, comme une mineure. Elle ne peut rien faire sans l'accord de son mari, ni travailler, ni ouvrir un compte en banque, ni même choisir où elle habite. Et regardez la différence de traitement pour le divorce, c'est flagrant. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que la loi n'est pas neutre, elle l'organise, elle légitime cette inégalité. Et si ce n'était pas assez, le fossé se creuse encore plus en 1848. C'est une date clé. La France instaure le fameux suffrage universel. On pourrait se dire super, c'est une avancée pour tout le monde. Eh bien non. Le mot universel est un peu mensonger. Ce droit de vote, il est pour tous les hommes, mais il exclut complètement les femmes. La citoyenneté à ce moment-là est exclusivement masculine. C'est dans ce contexte d'exclusion totale que les premières grandes voix féministes vont commencer à s'élever. On enchaîne donc avec notre deuxième partie, les premières voix du combat. Face à ce système complètement verrouillé, des femmes exceptionnelles vont prendre la parole, prendre la plume et se battre. Mais attention, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas toutes d'accord sur la meilleure façon de faire. Elles ont des stratégies différentes, mais elles partagent toutes une même conviction. Cette situation n'est pas une fatalité et on doit la changer. Prenons d'abord George Sand, l'immense romancière. Sa position est super intéressante, car elle est très pragmatique. Pour elle, en 1848, demander le droit de vote tout de suite, c'est aller trop vite. Son raisonnement, c'est à quoi ça sert de pouvoir voter si on dépend entièrement de son mari? Un vote sous influence, ce n'est pas un vrai vote. Donc, la priorité des priorités pour elle, c'est d'abord de conquérir les droits civils, comme elle le dit dans la citation. Le droit de posséder des biens, le droit de travailler, bref, le droit de ne plus être traité comme une mineure. Et puis, on a une voix complètement différente, beaucoup plus radicale, celle d'Hubertine Auclair. C'est un nom à retenir, c'est l'une des toutes premières suffragettes en France. Pour elle, il n'est pas question de faire les choses à moitié. C'est droit civil et droit politique tout de suite. Son argument est super puissant. En gros, elle s'adresse aux hommes de la République et leur dit « Comment osez-vous vous dire égaux entre vous alors que vous maintenez la moitié de l'humanité dans l'infériorité ?» Elle pointe du doigt l'hypocrisie de tout le système. Et une troisième figure, Louise Michel, la grande révolutionnaire de la Commune. Elle vise un autre pilier du système, l'éducation des filles. Et son analyse est redoutable. Pour elle, l'école de l'époque n'est pas du tout faite pour libérer les filles. Au contraire, elle est là pour les formater à leur futur rôle. La métaphore qu'elle utilise est saisissante. Éduquer une fille sans lui donner les moyens de sa liberté, c'est comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir lié les membres. C'est terrible. On les maintient dans l'ignorance et après, on leur reproche de ne pas savoir nager. L'éducation, qui devrait être un outil de libération, devient une prison. Allez, on fait un bond dans le temps et on arrive à notre troisième partie. Au milieu du XXe siècle, il se passe quelque chose de nouveau. Le débat change complètement. On ne se bat plus seulement pour obtenir des droits. On commence à poser une question beaucoup plus profonde, presque philosophique. Mais au fait, ça veut dire quoi, être une femme? Et là, c'est une immense philosophe qui va venir tout chambouler. On ne naît pas femme, on le devient. Cette petite phrase, tirée du livre de Simone de Beauvoir, Les deuxièmes sexes, en 1949, elle est absolument capitale. C'est le point de départ de toute la pensée féministe moderne.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Beauvoir explique que ce qu'on appelle la féminité, les qualités, les rôles qu'on attend d'une femme, ça n'a rien de naturel ou de biologique. C'est une construction, une fabrication sociale et culturelle. C'est la société qui, dès le plus jeune âge, apprend à une petite fille comment devenir une femme, en lui imposant tout un tas de codes et de limites. Et pour que ce soit bien concret, Beauvoir donne des exemples qui parlent à tout le monde. Elle parle de la double charge qui pèse sur les filles. On attend d'elles qu'elles soient bonnes à l'école, mais aussi qu'elles aident à la maison beaucoup plus que leurs frères. On pousse le garçon à être ambitieux, on surveille la fille pour qu'elle soit sage. Et pour Beauvoir, toute cette pression, ça finit par créer un sentiment d'infériorité qui est, et c'est son mot, débilitant. C'est-à-dire que ça empêche de développer tout son potentiel. Cette idée de construction est vraiment la clé, car elle nous mène à notre dernière partie, les enjeux d'aujourd'hui. Parce que si la condition féminine est une construction, ça veut dire qu'on peut la déconstruire et la reconstruire différemment, sur des bases d'égalité. Voyons un peu comment ce combat se poursuit aujourd'hui, notamment à travers un enjeu majeur, l'histoire elle-même. C'est ce que nous explique la philosophe Geneviève Fraisse. Pour elle, le combat se joue aussi dans nos manuels d'histoire. L'histoire qu'on apprend, c'est souvent une histoire écrite par des hommes, qui parlent des hommes. Du coup, il ne suffit pas de rajouter un petit chapitre sur les femmes. Non, il faut, comme elle dit, mettre en cause le savoir tout entier. C'est-à-dire relire toute l'histoire en se posant sans arrêt la question « Mais où étaient les femmes? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Pourquoi ont-elles été chassées de certains métiers comme la médecine ?» En fait, réécrire l'histoire, c'est changer totalement notre façon de voir le présent. Et cette question est essentielle parce que les inégalités, elles existent toujours, même si elles ont changé de visage. Ce tableau le montre très bien. À gauche, on voit un progrès immense, spectaculaire. En moyenne, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. C'est une réalité. Mais regardez à droite. Cette réussite scolaire ne se transforme pas en égalité dans le monde du travail. C'est le fameux plafond de verre. À diplôme égal, les salaires ne sont pas les mêmes. Les postes de pouvoir ou les filières scientifiques les plus cotées restent majoritairement masculins. La conclusion, elle est claire. Avoir les mêmes droits sur le papier, ça ne suffit pas pour effacer des siècles de stéréotypes. Et on arrive donc à la question finale, qui est en fait une ouverture sur la suite. Tout ce qu'on vient de voir nous montre une chose. Changer les lois, c'était crucial. C'était la première étape. Mais ce n'est pas suffisant. Le vrai combat, aujourd'hui, il se joue peut-être sur un autre terrain. Celui des représentations, des mentalités, des histoires qu'on raconte. Je laisse donc cette question en suspens, car elle est au cœur des débats actuels. Pour une égalité réelle, faut-il se battre pour plus de droits ou faut-il avant tout changer les récits? Voilà une excellente piste pour nourrir les réflexions. Merci de votre attention.